surtout notre conférencier Benoît Duprier est bien présent. Je suis présent, Mais c'est merveilleux. Merci pour votre patience, monsieur. C'est très gentil. avec plaisir. Et donc, c'est un grand honneur et un grand plaisir pour nous de vous accueillir en tant qu'AT Genève au sein de notre assemblée générale qui est ouverte donc aux spectateurs. Donc, les gens peuvent aussi la regarder en ligne directement. Vous êtes attaché à la direction autorité organisatrice de la mobilité à Bruxelles. Et ce qui nous intéresse en particulier, c'est la refonte du plan de mobilité que vous avez fait, des avancées aussi ces dernières années, également liées à la question du Covid actuellement, mais de manière plus générale. Et sans plus tarder, parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui vous attendent et qui sont venus se connecter pour vous. Donc, je vous cède la parole et on se réjouit beaucoup de vous entendre. Vous allez donc nous faire une présentation et ensuite, tout le monde pourra poser des questions. Donc, les questions peuvent se mettre toujours dans Q et R et on passera un moment d'échange et de dialogue. La parole est à vous. Je vous remercie. D'abord, bonsoir à toutes et à tous. Et merci de m'avoir invité. Ça me fait plaisir de partager un peu de l'expérience bruxelloise parce que c'est aussi en échangeant, c'est avec une émulation avec d'autres villes que Bruxelles a avancé. Alors, je suis géographe et urbaniste. Je travaille donc à la cellule stratégie et programmation de la direction autorité organisatrice de la mobilité de Bruxelles Mobilité, qui est l'administration régionale bruxelloise qui définit la stratégie de mobilité, qui développe des projets d'aménagement, de renouvellement et d'entretien des espaces publics, ainsi que les infrastructures de transport en commun, qui s'occupent de sécurité routière, de taxis. Et je suis plus particulièrement impliqué dans les questions relatives à l'espace public et au mode actif. Et c'est par ce biais que je participe aux échanges du réseau RU, le réseau francophone d'experts pour une mobilité urbaine, conviviale et sûre, dans lequel l'ATE est présente au travers de Rue de l'Avenir. Et donc, ce sont ces avancées récentes dans ces domaines qui ont peut-être qui vous ont incité à venir vers moi, notamment les aspects que je vais évoquer de la ville 30, de ce plan de mobilité, plan régional de mobilité Good Move, de toute une dynamique autour des espaces publics qui s'est un peu accélérée ces dernières années. Donc, je vais insister davantage sur tout ce qui est apaisement des quartiers, piétons, cyclistes et qualité de l'espace public à Bruxelles. Je pense que ça a l'air dans vos préoccupations. Mais peut-être juste avant de commencer, ça me ferait plaisir de savoir qui d'entre vous, je vois qu'il y a une soixantaine de participants, qui d'entre vous est déjà venu à Bruxelles. Si vous avez l'occasion de de cliquer sur la petite main, je ne sais pas si je peux voir le nombre de personnes qui... Je euh, peux créer un sondage si vous voulez. Ah non, non, mais c'était juste pour avoir une idée comme ça. Alors là, moi, je vois les petites mains levées, mais je vois pas un compte. Je ne sais pas combien il y en a sur les 60. Ah bah, il y J'en en a vois quand même un paquet, 30, Il y en a 23 23. qui lèvent la Et, main en tout cas. plus et 10 parmi des les conférenciers. 23, quels sont ceux qui sont venus dans les 5 dernières années? Laissez la main à ceux qui sont venus dans les 5 dernières années. Là, je vois 20, c'est bien possible. Ah bah, voilà, Oui. 20 sur 60, donc une personne sur 3. Magnifique. Bon, alors je vais vous partager mon écran. Euh, où est-ce qu'il est? Est-ce que vous voyez comme ça? Est-ce que vous voyez mon écran? C'est tout bon. Oui? Ok, parfait. Alors, peut-être d'abord, je vous situe Bruxelles, hein, ville-région, hein, d'un peu plus d'1,2 million habitants. Euh, c'est, à Bruxelles, il y a une superposition de niveaux de pouvoir qui est parfois difficile à expliquer. On dit parfois que si vous avez compris la complexité institutionnelle, c'est probablement qu'on a du mal à vous expliquer. Mais bon, peut-être que
ensuite, vous avez plus de prédisposition à comprendre ces imbrications institutionnelles que dans d'autres pays. Mais pour la suite, je vais me limiter à parler de la région dont je fais partie avec Bruxelles Mobilité, et puis des 19 communes qui la composent. Donc, Bruxelles étant une des 19 communes. Donc, il y a une dynamique démographique relativement importante depuis une vingtaine d'années, avec 250 000 habitants en plus. Bruxelles, c'est 750 000 emplois et environ 165 km². Je vais vous parler donc du plan régional de mobilité Good Move, de la ville 30 et de l'apaisement des quartiers, puis de quelques éléments sur les réseaux de mobilité, de qualité de l'espace public à Bruxelles, du principe, je vous expliquerai ce que c'est, et puis du confinement, de la période Covid-19 qui a permis d'accélérer aussi certaines choses. Alors, d'abord, je vais commencer par le plan Good Move, qui est peut-être ce qui vous a attiré vers Bruxelles. Donc, Good Move, et vous m'excuserez pour la suite, il y a pas mal de termes anglais qui ont été choisis par Bruxelles, par nos élus, par les bureaux d'études qui ont travaillé pour nous, par l'administration. C'est parfois plus simple quand on ne doit pas choisir pour ne pas choisir entre le français et le néerlandais. Et donc, le 8 mai de l'année passée, Bruxelles recevait le prix pour la planification urbaine durable octroyé par la Commission européenne, dont le thème était « Marcher et pédaler en toute sécurité ». Ce prix récompense le plan régional de mobilité Good Move, qui est innovant à plus d'un titre. Et vous avez ici à droite, en quelques chiffres, quelques ambitions de ce plan. Voilà, 50 quartiers apaisés, 4 fois plus de cyclistes, moins 24% de circulation auto, une amélioration de la qualité de l'air et puis un objectif de sécurité routière. Mais s'il est innovant, le plan de mobilité, c'est d'abord en fait la co-construction de ce plan qui était assez différente de ce qui s'est passé par le passé. Co-construction à toutes les étapes de son élaboration. J'ai le souvenir, alors peut-être que je me trompe, de 67 ateliers participatifs avec les organismes publics ou privés, avec les associations, des forums pour présenter l'avancement des réflexions, des réunions bilatérales, des rédactions de documents partagés avec différents acteurs publics, afin de s'assurer que le projet de plan de mobilité s'inscrive bien dans une vision de la ville partagée avec toutes ses dimensions. Parallèlement à cette réflexion, le Parlement bruxellois avait lancé un panel citoyen sur le thème de la mobilité. Et après plusieurs mois de travaux, après avoir invité des experts, les panélistes ont rédigé une résolution dont la convergence des recommandations avec le plan régional en cours de rédaction était tout à fait remarquable. Alors, on a fait un scan des attentes des différents acteurs pour mettre en évidence des notions telles que besoin de souplesse, d'évolutivité dans le plan, de transversalité, de cohérence, un besoin d'adhésion, etc. Et à cela, mais je n'ai pas de diapositive pour le montrer, il faut ajouter une démarche d'inspiration et de benchmarking auprès de civiles européennes qui avaient des choses à nous apprendre, parmi lesquelles Genève. Alors, il y avait aussi Barcelone, Bordeaux, Copenhague, Helsinki, Munich. Mais pour ce qui concerne Genève, nous étions intéressés par exemple par la part modale impressionnante de la marche dans le cœur de l'agglomération, par la vision en termes d'organisation des circulations dans l'hypercentre, par la gestion du stationnement, par la collaboration transfrontalière pour la gestion des transports, le pragmatisme de l'approche genevoise qui nous a inspiré notamment votre loi cadre sur la mobilité, puis des mécanismes de financement des infrastructures, réacteurs, les principes de la communauté tarifaire sur les réseaux de transport, par exemple. Donc ça, c'est des choses que j'ai retenues des notes, des études qui ont été faites à ce moment-là, mais ne m'en demandez pas plus parce que je ne me suis pas moi-même impliqué dans ces comparaisons et vous m'excuserez si je ne fais pas la politique de mobilité genevoise au-delà des quelques moments que j'y ai passé en tant que promeneur. Alors,
dans la structure, le plan régional de mobilité, il s'affranchit des chapitres par mode de transport qu'on trouve habituellement dans des plans de ce type, pour se concentrer sur 6 groupes d'actions. Donc les focus, encore une fois en anglais, sont les suivants. Il y a Good Neighborhood, c'est toutes les actions qui concernent la mobilité au sein des quartiers pour en améliorer la qualité de vie. Good Network concentre les actions qui concernent le réseau de transport afin de s'assurer des cheminements performants et de qualité. Et en fait, ce sont ces 2 focus qui vont un peu plus nous occuper sur la suite de l'exposé. Good Service, c'est un peu la nouveauté. C'est le chapitre qui concerne l'organisation des services de mobilité à offrir aux citoyens. Good Choice concerne les mesures incitatives qui visent à orienter les choix de mobilité individuels et collectifs. Good Partner concentre les actions qui sont liées à la gouvernance afin de s'assurer de la bonne mise en œuvre du plan. Et puis enfin, le chapitre Good Knowledge concerne les actions qui sont liées à la connaissance, à la transparence des données pour une bonne évaluation, un monitoring de l'avancement des mesures. Donc ce processus a mis presque 4 ans et l'adhésion créée autour de lui a fait progressivement un peu pousser le gouvernement qui n'avait presque plus le choix de l'adopter ou non. Une série de communes l'avait déjà pris pour référence alors même qu'il était encore en chantier et demandait impatiemment la concrétisation de certaines de ces actions. Alors, je vais vous parler donc de Good Neighborhood, le volet qui concerne les quartiers qui donnent envie de marcher, d'aller, de sortir, avec une mesure phare dont vous avez probablement entendu parler, c'est le passage à la ville 30 depuis le 1er janvier de cette année. Donc, je parle bien de ville 30 et de zone 30. En fait, le régime de vitesse de l'ensemble de l'agglomération a changé et est passé aux 30 km/h. Et donc, seuls les 15% environ de voiries qui sont au-delà du 30, 50 ou 70 km/h sont signalées comme telles. Enfin, quand je dis au-delà, non, les zones de rencontre ou zones piétonnes sont aussi signalées. Mais donc, dans une rue, lorsqu'elle n'est pas signalée, la vitesse réglementaire est de 30 km/h. Donc, ce passage à la ville 30 est emblématique, tellement il recouvre des enjeux de sécurité routière, mais aussi de qualité de vie ou de conditions favorables au développement des modes actifs. Et les enquêtes menées dans le courant 2020 laissaient apparaître un vrai équilibre entre les opposants et les défenseurs de la mesure, ce qui était finalement relativement encourageant, parce que si on se compare à d'autres villes qui partaient de plus bas pour voir ensuite leur taux d'adhésion augmenter fortement une fois la mesure mise en place, ben on peut espérer qu'on va aller dans le même sens et peut-être même au-delà. Mais donc, d'ici quelques mois, de nouvelles enquêtes seront menées. On attend un petit peu que tout le monde ait bien intégré la mesure. Vous voyez ici sur l'image à gauche le réseau actuel, donc avec en bleu toutes les voiries qui sont à 30 km/h ou moins, et en ocre les axes structurants qui sont restés à 50 km/h. Et à droite, vous avez la situation jusqu'à la fin de 2020, avec beaucoup plus de voiries à 50 km/h. Alors, après 2 mois et demi, il est évidemment difficile de tirer un bilan, ou même quasiment impossible, en particulier en matière de sécurité routière, pour laquelle il faut un certain recul. Mais les premières mesures de vitesse de la police montrent une réduction bien perceptible de la vitesse moyenne pratiquée. Et ce qui est amusant, c'est que on remarque ça, y compris dans les rues qui étaient déjà à 30 km/h auparavant, et aussi dans celles qui sont restées à 50 km/h. Alors, l'évolution des vitesses sera analysée au moyen de mesures durant une semaine sur un échantillon de 80 sites représentatifs des différents types de voiries. Donc, la première campagne 2021, donc après la campagne de l'automne 2020, est en cours et elle sera encore renouvelée au mois de novembre. Alors,
si les vitesses diminuent, eh bien beaucoup nous ont dit, alors les temps de parcours doivent augmenter. Eh bien, en fait, non, car les vitesses mesurées par les radars sont des vitesses instantanées et les temps de parcours sont plutôt représentatifs de vitesses moyennes, ce qui en ville se situe plutôt entre 20 et 25 km/h. Bon, vous imaginez bien, en raison de la présence de carrefours, de traversées piétonnes, de manœuvres de stationnement, de camions en livraison, la présence d'un chantier, etc. Donc, les analyses complètes viendront dans les mois qui viennent, mais pour répondre aux questions légitimes de la presse et de certains élus, nous avons déjà comparé, grâce au big data, les temps de parcours pendant une semaine complète sur 5 itinéraires variés qui tournent autour de 25 minutes de voiture, mi-décembre et fin janvier, hors congé scolaire. Donc, les temps de parcours restent relativement stables. Il y a quelques différences à la hausse ou à la baisse qui restent inférieures à la marge d'erreur. Et les augmentations de temps de parcours qui sont toujours inférieures à 10% se voient surtout la nuit. À l'heure de pointe du matin, les temps de parcours sont très stables et à l'heure de pointe du soir, ce sont plutôt carrément des diminutions des temps de parcours qui sont observés. Donc, ces chiffres sont basés sur des dizaines de milliers de trajets. Ils doivent être consolidés. Mais évidemment, ils ne sont pas vraiment entendus par les opposants qui sont organisés sur Facebook dans un groupe relativement actif. Hein. Tout n'est pas un long fleuve tranquille. Mais bon, voilà, jusque-là, globalement, tout se passe relativement bien. On va voir dans quelques mois avec des chiffres plus précis. La réduction du bruit, c'est aussi un effet attendu. Les mesures de bruit qui sont orientées trafic sont réalisées depuis quelques années, notamment sur des sites de notre échantillon de mesures de vitesse. Et donc, si une évolution de vitesse est observée, des mesures de bruit viendront les compléter pour mettre en évidence la valeur ajoutée. Alors, bien sûr, on accompagne cette mesure Viltran d'aménagement à plus court terme de micro-aménagement, donc des interventions rapides pour crédibiliser le 30 km/h sur les voiries régionales, mais la région a aussi débloqué pas mal de moyens pour aider les communes à intervenir sur leurs voiries. Donc, grosso modo, la région, Bruxelles Mobilité, gère 20% des voiries et les 19 communes s'occupent du reste. L'apaisement du trafic dans les quartiers a été plébiscité dans l'enquête publique, de même que la réduction de l'espace octroyé à la voiture en circulation au stationnement, au profit de la qualité de l'espace public. Et le panel citoyen disait qu'il fallait viser un maximum de 1 emplacement pour 2 arbres. Alors, la photo que vous voyez ici, c'est la chaussée d'Ixelles. Elle est au centre de ce qu'on appelle maille apaisée, expérimentée en 2018, avant même l'adoption du plan. Dans ce quartier, le trafic entrant et sortant a été réduit en moyenne de 45% en semaine et de 30% le samedi. Donc la chaussée d'Ixelles, ici, c'est une artère commerçante, et jusqu'il y a peu, les piétons étaient confinés sur des trottoirs très étroits, pendant que sur la chaussée, un trafic important entravait la circulation de la ligne de bus la plus fréquentée de Bruxelles. Aujourd'hui, c'est une zone piétonne de plein pied, empruntée uniquement par les bus, bien sûr, les livraisons en matinée et les services de secours. Le plan régional de mobilité a défini une 50aine de mailles. Vous voyez le principe ici dans l'image en bas à gauche, le principe de limiter le trafic de transit, et nous allons en traiter 5 par an. Donc c'est un peu la logique des super quadras de Barcelone. Le travail commence par une étude de mobilité, puis il passe par une contractualisation entre les communes et la région pour un investissement concerté sur l'espace public. La participation citoyenne fait toujours partie de la démarche, de même que l'expérimentation par de l'urbanisme tactique. Je vous propose de regarder un petit peu quelques exemples d'espaces publics réaménagés récemment. Donc, cette volonté d'offrir des espaces publics
à destination de la vie urbaine, de la convivialité, des piétons, des cyclistes plutôt qu'à la voiture s'est accéléré ces dernières années. Et on peut le voir dans la transformation de nombreux espaces emblématiques. Donc ici, vous avez la plage Jourdan, qui n'est pas très loin du quartier européen, qui est devenu un vaste espace de plein pied, avec une circulation autorisée en zone de rencontre sur un des côtés. Et il y a peu, elle ressemblait à ça. L'opposition des commerçants a été très forte par rapport au projet, en raison de la suppression du stationnement, et a fait hésiter jusqu'au bout le collège communal. Aujourd'hui, plus grand monde ne voudrait revenir en arrière. Et ce projet participe, je vous le remets, il participe à la concrétisation de l'objectif régional relativement ambitieux de réduire le nombre d'emplacements de stationnement en voirie pour atteindre 200 000 au maximum en 2030, plutôt que 265 000 en 2014. Donc, 2014, c'était le dernier inventaire au moment de décider de la politique. Donc, il s'agit de supprimer 65 000 places de stationnement en voirie. Alors, je vous présente ici quelques aménagements récents de places publiques aménagées en zone de rencontre avec certaines parties piétonnes. On y observe un rééquilibrage important de l'espace public, où la voiture en stationnement ou en circulation est beaucoup plus discrète. La place de Molenbeek, la place du Miroir ou la place du Mont étaient de vastes parkings jusqu'il y a peu. La place du Mont, au-dessus à droite, est la première zone de rencontre du pays, circulée par un tram, et où la vitesse commerciale du tram n'a pas diminué par rapport à la situation antérieure avec un site propre. Il faut dire que pour traverser une place, le tram, en général, il va à vitesse relativement réduite. Vous pouvez voir aussi que pas mal d'aménagements, quand je mets les dates de 2018, vous pouvez bien deviner que c'est une année d'élection communale, et donc il y a beaucoup de travaux qui s'accélèrent pour pouvoir les inaugurer avant les élections. Et une préoccupation du nouveau gouvernement régional bruxellois, c'est la végétalisation des espaces publics. Après quelques années de places minérales, sobres, polyvalentes, les arbres prennent plus de place dès que possible. La piétonisation des boulevards du centre que vous voyez ici, c'est un dossier emblématique également. Alors cet axe, il traverse le Pentagone. Le Pentagone, c'est la forme du centre-ville, de l'ancienne enceinte de la ville de Bruxelles. Et donc ces boulevards traversent le Pentagone à peu près du nord au sud. Vous voyez ici, si vous voyez ma souris, là, ben, on ne voit pas le Pentagone, c'est un zoom, on ne voit pas le Pentagone. Et donc cet axe drainait un important trafic de transit, et c'est aujourd'hui une promenade piétonne assez appréciée de 26 mètres de large, avec ces deux bandes végétalisées multifonctionnelles. Et vous voyez en bas à droite, grâce à Street View, l'évolution radicale par rapport à la chaussée ancienne. La place de Brouckère en bas à gauche est assez minérale en raison du passage à la fois du métro et de la Seine. Oui, nous aussi, on a une Seine, ça ne s'écrit pas comme à Paris, mais c'est la rivière qui traverse Bruxelles et qui a été fermée. Donc, on a, dans tout le centre-ville, on ne la voit plus. Et le dallage à peine posé, le nouveau gouvernement a demandé d'analyser de près le sous-sol afin de voir où on pouvait, là où dès qu'il y avait un peu d'espace, rajouter quelques arbres. Donc, il y a une vingtaine d'arbres qui ont été ajoutés par rapport à la photo que vous voyez là. Ce dossier, il a occupé plusieurs générations de conseillers communaux, jusqu'à ce qu'un collectif citoyen appelé Picnic the Street se mobilise et appelle les citoyens à pique-niquer au milieu de l'asphalte du boulevard devant la bourse tous les samedis midi. Devant le succès de foule, le collège communal a décidé de fermer le boulevard au trafic officiellement tous les samedis de midi à 14 h. Dès le samedi suivant, le collectif réunissait une foule grandissante, hein, ça avait quand même pas mal de succès ces rendez-vous, à 14 h. Donc le collège a fini en 2015 par décider de fermer définitivement les boulevards au trafic et de lancer un projet de réaménagement qualitatif, et dans l'attente de ce projet, de manier l'urbanisme tactique, d'occuper l'espace de manière conviviale.
Et c'est ainsi qu'en 2016, Bruxelles accueillait la rencontre annuelle du réseau RU. Hein. Chaque année, forcément, sauf l'année passée, on se voit dans une ville où il s'est passé quelque chose, où il y a des choses à voir et où on peut échanger sur l'espace public. Et vous nous voyez dans la photo du haut, regardez le dispositif de fermeture provisoire réalisé par les services communaux. Je vous montre, pour ceux qui connaissent les lieux touristiques, le projet chaud de la place Royale, qui va voir la surface accessible à la voiture sensiblement diminuée et l'ensemble mis de plein pied, même s'il y a une différence de matériaux entre les pierres bleues des bandes trottoirs et le centre de la place, tout sera de plein pied. Ces aménagements s'inscrivent dans le cadre du principe STOP. Le principe STOP, c'est quoi? C'est l'idée de définir un ordre de priorité dans les arbitrages à faire dans les politiques de mobilité et d'aménagement. Donc, cet acronyme STOP vient du néerlandais, avec dans l'ordre stappen pour marcher, trappen pour pédaler, openbaar vervoer pour le transport public et P pour privé vervoer, le transport privé. C'est un terme qui a été utilisé pour la première fois en 2001 par un journaliste. Et ce concept du principe STOP a fait son chemin et est désormais inscrit noir sur blanc dans le volet réglementaire du plan régional de mobilité. Donc, aujourd'hui, c'est une obligation pour les gestionnaires de voirie de donner une priorité aux piétons dans l'arbitrage, dans tous les choix en matière de politique, priorité aux piétons sur les cyclistes, sur le transport public et sur la voiture individuelle. Donc, ce volet réglementaire, c'est aussi une des nouveautés de ce plan. Et donc, tout écart à cette logique du principe STOP doit être dûment justifié. Alors, Good Network s'occupe des réseaux performants et de qualité. Et par le passé, une carte de hiérarchisation du réseau définissait 5 niveaux: métropolitain, principal, interquartier, collecteur et local, qui étaient basés uniquement sur la fonction automobile de la voirie. Aujourd'hui, le plan régional de mobilité dispose de ce qu'on appelle une spécialisation multimodale des voiries. Elle vise à offrir un réseau performant pour chaque mode de transport, tout en facilitant les arbitrages nécessaires lors de la conception des voiries. La conception des voiries et des espaces publics. Donc, il y a 5 cartes pour les réseaux marche, vélo, transport public, voiture et poids lourd. Chaque réseau est organisé en 3 niveaux, appelés plus, confort et quartier. Alors, bien sûr, il y a des voiries qui vont être structurantes, donc réseau plus, pour plusieurs modes, et les conditions optimales ne pourront peut-être pas être remplies pour chacun. Mais les priorités sont clarifiées dans beaucoup de cas, lorsque on veut intervenir à un endroit. Alors, vous pouvez voir que le réseau le plus maillé est celui de la marche, en haut à gauche, suivi par le vélo, les transports publics, les voitures et enfin les poids lourds. Donc, comparé à la hiérarchie du réseau précédente, le réseau auto, que vous voyez ici, laisse beaucoup moins de place au transit. Donc, les quartiers préservés sont nettement plus grands que ce qui était prévu dans la carte précédente. Contrairement à ce que je viens juste de vous dire, le réseau marche est un peu différent. D'une part, donc à la différence des autres réseaux, le réseau plus correspond plutôt à des zones à forte fréquentation de piétons, des noyaux commerçants, des pôles scolaires ou touristiques, qu'à des axes de liaison longue distance. Et puis d'autre part, il y a une 4e catégorie spécialement pour le réseau piéton, qui est inspiré de l'exemple de Strasbourg, que sont les magistrales piétonnes et qui sont au nombre de 7. Alors, c'est quoi une magistrale? Mais, nous avons, pour affiner un petit peu le concept, une fois qu'on a décidé de s'inspirer de Strasbourg, qu'est-ce que ça signifie? On a réuni à 2 reprises un atelier d'inspiration, de construction de ce concept, et on est arrivé à 5, d'abord à
à ces trois principes, il faut prioriser la marche et le séjour sur les autres modes, faciliter les traversées, offrir une accessibilité universelle et connecter au transport urbain. Oui, donc la magistrale, j'ai oublié de la définir, hein, ce sont des grands itinéraires piétons, continus, lisibles, agréables, confortables, et qui ont pour but de connecter le centre-ville à des grands pôles, de s'affranchir aussi du Pentagone, d'inviter à marcher sur des distances plus importantes que ce que font généralement les piétons en ville. Et donc, ce que je vous disais par le biais de ces ateliers, c'est que nous avons voulu définir des ambitions et on en a identifié 5. La première, c'est de connecter les grands attracteurs urbains en requalifiant certains tracés. C'est de tisser une image mentale de la ville qui est basée sur la marche et donner une envie de marcher loin. Ensuite, c'est de devenir une destination en soi, de maximiser les raisons différentes de venir sur la magistrale et du coup de viser un équilibre entre les piétons rapides, les piétons flâneurs et puis les piétons en séjour. La troisième ambition, c'est d'offrir une expérience qu'on a appelée magique, c'est-à-dire au-delà de la qualité d'usage optimale qu'on veut avoir, bien sûr, hein, un dimensionnement généreux, une accessibilité universelle, un éclairage correct, un entretien soigné, etc. C'est aussi une générosité, c'est un plaisir, c'est la surprise, le côté ludique. La quatrième ambition, c'est d'offrir une continuité dans la tête pour donner l'envie de continuer à pied, par exemple par des repères qu'à chaque fois qu'on avance, on voit le repère suivant et puis finalement on dit ok, tant qu'à faire, je vais continuer un petit peu plus loin, comme quand vous regardez une série sur Netflix et qu'on vous présente déjà que l'épisode suivant démarre tout de suite sans que vous l'ayez demandé. Eh ben ici, c'est la même chose. On vous invitera à marcher un petit peu plus. Et enfin, c'est d'offrir cette biodiversité d'usage, cette polyvalence de l'espace, cette possibilité de faire des activités variées, d'accueillir des événements, par exemple. Ce sont les ambitions. Alors, rendez-vous dans quelques années, puisque on travaille Enfin, il y a quelques tronçons qui répondent déjà en quelque sorte aux standards de la magistrale, mais on n'a pas encore vraiment d'axe terminé, vous l'imaginez bien. Et donc, rendez-vous d'ici quelques années, ça va prendre un petit peu de temps. Et ceci m'amène à vous parler de la question de la réflexion en cours sur le niveau de qualité de service attendu pour chacun des réseaux de transport, et plus spécifiquement des piétons, des besoins des piétons, pour lesquels Bruxelles Mobilité a une écoute relativement attentive, par le biais notamment de la section des modes actifs de la Commission régionale de mobilité, qui est un organe consultatif qui réunit des associations, des experts et l'administration, les différentes administrations, puisqu'on y retrouve aussi pas seulement la mobilité, mais aussi l'urbanisme, l'environnement, etc. Et puis aussi fort du principe stop, la région donne une attention particulière à la qualité d'usage des revêtements piétons. Il suffit parfois de se promener au centre-ville et d'observer les piétons pour mettre en évidence des revêtements qui ne sont pas adaptés. Ici, on est sur la photo au quai aux Briques et on voit la préférence des piétons pour la bordure de rive du plan d'eau qui est là à sec, plutôt que sur les pavés très inconfortables juste à côté. Alors que les discussions n'étaient pas toujours très simples avec l'urbanisme, nous avons demandé au Centre de recherche routière de développer un outil nous permettant d'objectiver le confort et l'adhérence des revêtements. Cet outil s'est concrétisé sous la forme d'une chaise roulante équipée de capteurs que vous voyez ici sur l'image, qui permettent d'objectiver le confort de marche, tandis que l'outillage pour mesurer l'adhérence, lui, il était déjà existant. Le calibrage de l'outil s'est fait avec l'aide de 28 piétons volontaires à mobilité plus ou moins réduite, avec des personnes à déficience visuelle, des personnes en chaise roulante, des personnes plus âgées, avec différents types de piétons.
et ces piétons ont pu faire part de leur perception, tant du point de vue du confort que de l'adhérence ou de la glissance. Et donc, une fois la méthode d'auscultation validée, nous avons été sur le terrain avec ces outils, ausculté une série de sites. Donc, aujourd'hui, on en a ausculté 277, hein, chaque fois, bon, sur une trentaine à une cinquantaine de mètres. Donc, ce n'est pas encore l'ensemble du réseau. Pour ensuite classer les résultats dans un tableau comme celui que vous voyez ici. Vous voyez ici le confort qui est classé de 0 à 10 et ici vous voyez l'adhérence qui va de 0, enfin en l'occurrence ici qui démarre à 0,3 jusqu'à 1. Et donc ce tableau ici, il représente les mesures qui ont été faites sur les pavés que nous appelons à Bruxelles les pavés platines. Ce sont des pavés de grec, vous voyez sur la photo ici en haut à gauche. Vous voyez que si l'adhérence est relativement correcte, en termes de confort, la plupart de ces trottoirs sont assez mal cotés, sont assez inconfortables. Et on a remarqué qu'il y en avait deux qui sortaient un petit peu du lot, qui étaient dans une zone plutôt correcte. Et donc, ce que nous avons évidemment fait, c'est aller creuser, aller voir comment ces trottoirs-là avaient été réalisés, de manière à en tirer les conséquences et à pouvoir alors rédiger des recommandations. Donc, on voit qu'avec les mêmes, même avec des matériaux, l'idée n'était pas d'opposer la pierre naturelle, hein, qui était souvent considérée comme le matériau inconfortable, à des pavés de béton, par exemple, mais plutôt de se dire, tiens, aux endroits où la pierre naturelle a vraiment une valeur ajoutée en termes patrimoniaux, ben alors soyons attentifs à la manière de la mettre en œuvre pour qu'elle soit plus acceptable pour les piétons. Donc, fort de cette expérience, nous avons rédigé une charte des revêtements piétons. Voilà, elle apparaît, qui explique les enjeux, qui éclaire les choix et détaille les recommandations de mise en œuvre. Et donc, l'étape suivante, c'est de réaliser un audit de tous les trottoirs. Alors, d'abord sur les voiries régionales, à l'aide de cet outil et une géolocalisation instantanée de toutes les mesures. Et on va essayer peut-être de tester un mobile mapping de trottoir, c'est-à-dire une mesure un petit peu comme le fait Street View, mais à l'échelle du trottoir et avec une technologie qui permet de repérer les dégradations, mais aussi les différences de bordure, là où les trottoirs ne sont pas correctement abaissés au niveau des traversées, etc. Donc on aura alors vraiment un inventaire détaillé et géolocalisé de l'état du réseau des trottoirs. Parallèlement à cette démarche, nous avons élaboré un plan de mise en accessibilité du réseau de la STIP, c'est la société de transport interbruxelloise, avec une task force, hein, excusez encore l'anglicisme, qui réunit les acteurs institutionnels, l'opérateur de transport et les associations. Et donc, vous voyez ici le travail en cours de la réduction de la lacune, donc l'espace entre le quai et le tram, travail qui s'est accéléré après l'inauguration peut-être malheureuse d'une extension de ligne où cette lacune n'était pas vraiment aux normes. Alors, l'objectif que nous nous sommes fixés, qui a démarré depuis 1 an et demi, est d'atteindre 70 arrêts mis en accessibilité par an pendant 10 ans, avec, et ça c'est une nouveauté, le cheminement jusqu'au carrefour de part et d'autre de cet arrêt. Que l'arrêt ne soit pas une île accessible, mais qu'on puisse y accéder. Alors voilà, en travaillant jusqu'au carrefour de part et d'autre, bah, progressivement, on travaille une bonne partie du réseau. Alors, je vous parle un petit peu de vélo en vous montrant le réseau organisé en 3 niveaux, avec l'objectif d'avoir ce réseau complété sur le terrain d'ici 2030. Le réseau Vélo Plus, qui est en rouge ici, est opérationnel sur environ 1/3 de sa longueur.
Alors, s'agissant plutôt de liaisons longue distance, le réseau Vélo Plus, la région essaye de valoriser les talus de chemin de fer, les berges de canal ou l'espace gagné sur les grands axes, par exemple en tirant une bande de circulation ou de stationnement. Le réseau qui est en bleu, c'est le réseau Vélo Confort. Il concerne les liaisons de quartier ou interquartier via des voiries apaisées, donc généralement sans piste cyclable et passant en dehors des grands axes. Par le passé, on appelait ce réseau les itinéraires cyclables régionaux. Donc ce réseau, il est déjà partiellement opérationnel et balisé, mais la mise en place des contrats locaux de mobilité, donc ces mailles apaisées dont je vous parlais il y a quelques instants, va accélérer sa mise en œuvre. Alors, nous sommes actuellement occupés à la rédaction d'un guide, le bon aménagement cyclable au bon endroit. L'idée, c'est de définir les critères de choix des aménagements cyclables en fonction du rôle de la voirie dans la spécialisation multimodale des voiries. Donc, sur les grands axes, comme ici, sur la petite ceinture en bas à gauche, autour du Pentagone, une piste cyclable séparée bidirectionnelle est recommandée. C'est l'option recommandée, et même c'est l'option recommandée de part et d'autre de la chaussée, vu les difficultés pour les cyclistes de la traverser. Et à contrario, dans les rues classées en auto-quartier, l'important, c'est de réduire les vitesses, c'est d'amener un trafic de transit sous le seuil de 200 véhicules par heure de pointe et par sens. Et dans ce cas, aucun aménagement cyclable n'est requis, sauf des cas particuliers. On parle de rails de tram de forte pente, par exemple. Et lorsqu'il n'y a pas la place pour atteindre cet optimum du point de vue des cyclistes, les principes d'arbitrage, comme le principe stop, permettent d'aider le gestionnaire de voirie. Donc, notre ambition, c'est de co-construire et de créer l'adhésion autour de cette vision. Donc, c'est comme ça qu'après une large concertation avec les acteurs publics, une version intermédiaire a été présentée à un webinaire grand public la semaine passée pour récolter les avis. Donc maintenant, fort de tout ça, on va travailler à la rédaction de cette vision pour aboutir d'ici l'été. Alors, le nombre de cyclistes au point de comptage chaque année augmente en moyenne de l'ordre de 13 à 14% depuis une vingtaine d'années, avec une accélération ces dernières années. En 2020, ce sont en moyenne 87% de cyclistes supplémentaires qui ont été comptés, dans des circonstances un peu particulières, il est vrai, vu la pandémie. Alors, la part modale du vélo est encore loin de celle de nos voisins flamands ou hollandais, mais commence à devenir conséquente. Maintenant, quand vous êtes à vélo, arrêtez un feu, eh bien, vous n'êtes plus jamais seul. Et ça fait plaisir à voir. Alors, donc l'étude décennale de mobilité des ménages qui était prévue en 2020 a été reportée. Vous devinez bien que ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt d'étudier la mobilité des ménages en confinement. Et donc, on attend pour pouvoir mettre à jour ces chiffres qui sont manifestement dépassés en termes de part modale. Par contre, toutes les études préalables au plan régional de mobilité montrent que c'est le vélo qui a de loin le plus gros potentiel de report modal. Les investissements conséquents qu'on peut mettre dans l'extension du réseau de tram ou de métro, qui sont engagés à Bruxelles, sont indispensables, mais ne permettront au mieux que de grignoter un petit pourcent de part modale, voire même juste d'éviter une érosion. Alors qu'un investissement dans le vélo permettrait d'atteindre rapidement des parts modales de 15 à 20% sur les trajets internes à la région. Comme dans beaucoup d'autres villes, et Genève également, il me semble, le confinement du printemps 2020 était l'occasion d'accélérer fortement la mise en œuvre du réseau cyclable par des aménagements temporaires. En l'espace de 3 mois, ce sont près de 30 km de cyclables séparés qui ont été aménagés à coups de peinture et de blocs de béton au détriment d'une bande de circulation ou de stationnement sur les grands axes. Et donc, en fait, c'est à peu près 15% du réseau Vélo Plus qui a été aménagé de la sorte. Une enquête en ligne a permis de recueillir l'évaluation, pas l'évacuation, des usagers qui était très positive. Donc, elle n'est pas encore publiée. Cette étude va l'être assez prochainement. Les résultats de l'enquête. Donc,
résultats mettaient aussi le doigt sur des améliorations à apporter, inhérentes notamment au caractère temporaire de ceux-ci. Alors, la réglementation actuelle autorise des aménagements temporaires de ce type sans permis d'urbanisme pour une durée de 2 ans. Donc, bon, maintenant, il faut réfléchir au cas par cas à ce qui doit être entrepris à l'issue de ces 2 ans. Bon, la fréquentation de ces pistes était très encourageante. Par endroits, l'augmentation des cyclistes était supérieure à 120% par rapport au chiffre 2019 sur le même axe. Et donc voilà, on est quand même relativement content de l'effet sur les cyclistes, et les files de cyclistes au feu étaient encore nettement plus importantes que par le passé. Alors, ce qui fait la transition vers cette période très particulière du printemps 2020, quand on travaille sur les espaces publics et la qualité de vie en ville, voir ces images de places complètement vides était vraiment triste, alors que leur animation constitue un peu le creuset de la cohésion urbaine. Cette situation inattendue nous a forcé à réfléchir la ville autrement. Les rassemblements étaient interdits, mais à la différence d'autres pays, la promenade a toujours été autorisée et même recommandée. Donc de nouvelles liaisons piétonnes de promenade sont apparues, et les communes ont rapidement dû s'adapter et fermer la circulation pour garantir la distanciation physique entre les piétons. C'est ainsi que la région et les communes ont travaillé d'arrache-pied à une centaine d'endroits, proposer des bacs à fleurs, fermer des rues, aménager des zones de rencontre. L'ensemble du Pentagone, donc 4 km², est devenu une zone de rencontre. Bon, depuis lors, quelques axes sont remontés entre guillemets à 30 km/h. Vous voyez ici la chaussée de Gand, c'est une voirie régionale commerçante qui a été fermée au trafic pendant un certain temps pour ne pas contraindre les piétons sur les trottoirs. Alors, pour préparer l'été, où le virus s'était calmé un petit peu, mais sans perspective de vacances habituelles pour la plupart des habitants, en particulier dans les quartiers les moins favorisés, la région a lancé un appel à projet Bruxelles en vacances. Et 53 projets de communes ou d'associations locales ont été soutenus financièrement et ont permis d'offrir un peu d'oxygène dans certains quartiers denses. Là, vous avez quelques exemples au-dessus, bon, de jeux de rue, de tables où les gens ont pu sortir facilement. Alors, je vais terminer mon exposé par un mot sur 2 initiatives soutenues par la région, mais qui dépendent des dynamiques locales. D'abord, les rues scolaires, ce sont, je pense que vous les connaissez, des rues fermées à la circulation aux heures d'entrée ou sortie d'école pour offrir l'espace aux enfants en toute sécurité et améliorer la qualité de l'air. Bon, le concept est dans le code de la route depuis quelques années, mais était déjà expérimenté auparavant. Pour une rue scolaire qui fonctionne bien, il y a en général une volonté commune, une école, 2 parents dynamiques de la commune. Et donc, juste avant la période de Covid, il y avait jusqu'à 37 rues scolaires en test pour un aménagement plus définitif. Alors, la région, elle offre des subventions et un guide do it yourself, et bientôt un vade-mecum complet, beaucoup plus détaillé. Puis enfin, les Living Labs, les aménagements temporaires en test, font partie de l'arsenal des outils à la disposition des citoyens. Différents appels à projets sont lancés. Les expériences intéressantes se situent aux endroits où les communes ou la région ont programmé une intervention. Le Living Labs peut être l'occasion, comme ici à Gênes, de présenter un projet d'aménagement de voirie aux riverains, et notamment un public qui se déplace pas souvent aux enquêtes publiques ou aux commissions de concertation. Alors voilà, j'en ai fini. Je vous ai emmené à pied à vélo au travers des espaces publics bruxellois. Alors bien que quand on parle d'apaisement du trafic, de ville 30, de spécialisation multimodale des voiries, on s'adresse à toutes les mobilités. Alors les personnes intéressées par notre démarche peuvent trouver le plan régional de mobilité au bout du lien qui est indiqué ici. Il y a évidemment toute une série d'autres actions qui sont décrites, voilà, je n'ai pas voulu m'étendre plus
sur le réseau de tram bruxellois, sur les services de mobilité, les outils de monitoring, les projets de développement de vélo cargo, etc. Mais je vous invite à Bruxelles quand ça sera possible surtout, et puis après quand vous le souhaiterez. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation Attendez, et qui nous a fait voyager et aussi rêver parce qu'on a beaucoup à apprendre, en tout cas, je pense, de ces démarches. J'ai été très impressionnée des 65 000 places de parking supprimées. C'est un petit message. Je sais qu'on a des représentants de nos autorités qui sont là aussi. Et puis, je vois qu'il y a déjà des questions. Donc, je rappelle que vous avez en bas dans votre image Zoom un Q&R où vous pouvez poser des questions. Donc, je vais les lire. Je vais en prendre 3. Je ne sais pas si vous pouvez les lire aussi d'ailleurs. Je vais en oui, prendre... voilà, je les ouvre. Vous les voyez aussi, super. On peut prendre peut-être les 3 premières d'un coup. Il y a une question sur les pistes cyclables bidirectionnelles qui seraient moins sûres que les pistes cyclables unidirectionnelles. Et si vous pouvez vous positionner sur le choix de l'un ou de l'autre. Et on peut prendre peut-être déjà la deuxième sur l'impact du 30 km/h sur la vitesse commerciale des transports publics, qui est effectivement une question aussi qui nous intéresse. Oui. Bon, ah bah alors peut-être d'abord ces deux-là. Donc les pistes cyclables bidirectionnelles, effectivement, en ville, c'est pas ce qu'on recommande dans la plupart des cas. En général, les pistes cyclables bidirectionnelles, elles sont plus acceptables aux endroits où il y a peu de conflits, donc là où il y a peu de carrefours, par exemple, ou d'entrées carrossables. En même temps, parfois, il faut faire la balance lorsqu'on a une artère extrêmement fréquentée, comme la petite ceinture, donc qui fait le tour du Pentagone. Eh bien, on a considéré qu'il était plus sûr pour les cyclistes de pouvoir circuler dans les deux sens plutôt que de devoir traverser 2 fois par des carrefours encore où il y a pas mal de trafic. Et donc, pour des distances relativement courtes, c'est plus intéressant pour les cyclistes de pouvoir circuler dans les deux sens. Mais donc, la réflexion est tout à fait vraie. C'est pas notre maître à chat. Alors, la vitesse commerciale des transports publics, ben, on n'a pas encore tous les chiffres pour l'évaluer, mais c'était effectivement un point d'attention tout à fait important. Bon, la vitesse commerciale, en fait, c'est pas l'élément le plus important parce que ici, dans la vitesse commerciale, c'est plus le temps interarrêt qui compte. Et donc là, avec le 30 km/h, on écrète un petit peu les vitesses maximales, mais l'important, c'est que les transports publics ne soient pas coincés au feu, ne soient pas coincés dans les files de voitures. Et donc, si on arrive à les sortir des files de voitures, en tout cas, ce que nous avons modélisé jusqu'à présent, ce que nous avons pu tester à différents endroits, c'est que l'impact était insignifiant, voire même positif pour les transports publics. Évidemment, en dehors des heures de pointe, ou en dehors de la journée, la nuit, cet impact qui pourrait être un peu plus important, ça c'est vrai. Voilà. Alors, il y a une question. J'habite au bord d'une route de village à 30 km/h, mais une faible proportion de conductrices et conducteurs le respectent. Comment parvenir à une réelle amélioration qui ne soit pas seulement l'augmentation des écriteaux et des panneaux? Il s'agit d'une route de transit relativement étroite. Attendez, j'ai un petit problème de coupe de son là. Non, je pense que c'est Lisa qui a un problème. Ah, voilà, pardon. Alors, c'est Oui, moi qui ai un problème. On t'a récupéré. Donc, c'était cette question sur comment faire pour mettre en œuvre des zones 30 ou dans une route de village qui sont peu respectées et comment le faire mieux qu'avec simplement des panneaux. Et puis, il y a une seconde question qui est les solutions de micromobilité partagée ont-elles aidé à accélérer le report modal des transports individuels motorisés vers une mobilité plus douce?
Et si oui, dans quelle mesure? Je propose qu'on prenne ces deux-là. Il y en a encore d'autres qui... Oui. Alors, la question de la traversée de village à 30 km/h, bah, c'est un petit peu difficile d'avoir... enfin, il faut voir un petit peu la situation. Mais bon, l'idée, c'est que la route parle d'elle-même autant que possible. Donc, que les automobilistes qui arrivent sentent qu'ils arrivent dans un lieu habité et que, bien sûr, on peut prévoir des plateaux traversés, on peut... euh, il y a une série d'aménagements qui forcent au ralentissement, mais je pense qu'il faut aussi montrer qu'il y a de la vie et qu'il y a une école, qu'elle est visible, on a peint les volets de l'école de toutes les couleurs, bon, tout ça est un petit peu lié au contexte. Et donc, je pense que vous avez une expertise là autour de vous et même au sein de l'ATE qui peut vous aider ou en faisant appel à Rue de l'Avenir pour analyser un petit peu la situation. Donc, je pense que vous allez trouver les ressources. Alors, pour ce qui concerne la micro-mobilité partagée, c'est vrai que depuis maintenant 2-3 ans, elle a explosé. Et donc, on l'étudie. D'abord, on a adopté une ordonnance, donc c'est l'équivalent d'un décret pour un petit peu cadrer les opérateurs, pour essayer d'abord pour leur demander un agrément pour ne pas accepter n'importe qui, et puis pour définir des conditions d'exploitation avec un niveau de service, avec des zones interdites, par exemple, pour déposer les trottinettes. Donc, les gens ne peuvent pas désactiver la trottinette si elle est dans une zone interdite. Et puis aussi pour pouvoir disposer, pour que l'autorité publique puisse disposer d'une série de données qui nous permettent alors d'analyser un peu plus ce qui se passe avec la micromobilité. On a aussi mené une enquête où on voit qu'il y a un report modal, mais depuis la voiture, il est quand même relativement réduit. Donc, on pense que la micromobilité, elle prend beaucoup plus sur le transport public que sur la voiture individuelle. Ça, c'est un fait. Donc, je pense que la micromobilité fait partie des outils de la mobilité de demain et elle fait partie des outils des services de mobilité. Donc aujourd'hui, on travaille au MaaS, Mobility as a Service. Donc c'est de concevoir la mobilité comme un service et qu'on puisse offrir aux gens une application qui leur permette au même endroit de voir toutes les possibilités de se déplacer du point A au point B. Et peut-être nous, on insisterait là-dessus que quand les gens se demandent, tiens, comment aller là-bas, ben, peut-être que la première alternative, si c'est pas trop loin, ce serait de dire, mais vous savez, ça vous met seulement 18 minutes à pied, pourquoi est-ce que vous n'essayeriez pas d'aller à pied et puis ben, après, d'offrir différentes possibilités. Voilà ce que ça vous prend en tram, en changeant là-bas, en prenant un bus, et puis vous pouvez aussi réserver une trottinette qui est derrière le coin, donc de montrer cet éventail. Et donc, oui, cette micromobilité fait partie des solutions. En même temps, dans le principe stop que je vous ai présenté, on s'est bien demandé comment classer la micromobilité. Donc, c'est pas simple. Puis, on a un stagiaire qui a planché dessus pendant plusieurs mois. On est arrivé à la conclusion que on ne pouvait pas vraiment la mettre avec les vélos. Elle est plutôt à classer entre les transports publics et le transport individuel privé et la voiture. Donc, voilà. Mais il faut quand même rajouter un petit quelque chose, c'est qu'il y a un vrai souci pour les personnes à mobilité réduite d'encombrement sur les trottoirs et que progressivement, bon, on espère que les choses vont aller en s'améliorant en définissant des drop-off zones, mais aujourd'hui, c'est encore un souci. Alors, on prend deux questions suivantes. Une personne qui était à Bruxelles en juin 2019, donc qui a répondu oui à vos deux premières questions et qui a remarqué qu'il n'y avait aucune ligne de guidage pour les personnes qui souffrent d'un handicap de la vue, ni de feu piéton tactile. Et en sortant du tram à l'arrêt parc,
il était surpris de voir qu'il n'y avait pas de quai et de se retrouver nez à nez avec des véhicules. Alors, est-ce que les personnes en situation de handicap sont un peu oubliées dans les aménagements? Alors, je ne sais pas où vous êtes allé à Bruxelles au-delà de Parc. Donc là, vous êtes à l'Arrêt Parc, vous êtes tombé sur peut-être un des pires quais de toute la région, qui est bon, dans un site classé, mais où il n'y a pas de quai, en fait, c'est un arrêt à la viennoise, c'est-à-dire qu'effectivement, le tram s'arrête en chaussée et donc il faut traverser la bande de circulation, mais où les voitures sont arrêtées par un feu au moment du passage d'un arrêt, mais en termes d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, effectivement, cet arrêt est complètement hors norme. Et donc, ben oui, c'est pour ça qu'il y a urgence pour intervenir et on essaye au moins que quand on est comme ça, que les arrêts en amont, en aval soient plus accessibles. Par contre, je suis quand même assez surpris de votre remarque sur les lignes de guidage pour les personnes handicapées, parce que ça fait quand même un bout de temps qu'on travaille sur cet aspect-là, qu'on le fait en collaboration avec les associations. Donc, il y a encore pas mal de boulot, mais il y a quand même pas mal de travail accompli sur les traversées. Je pense que l'imposition des dalles de guidage et des dalles d'éveil à la vigilance, donc en forme de T devant les traversées piétonnes, sont prévues dans le règlement régional d'urbanisme depuis, je pense, une bonne quinzaine d'années. Et c'était déjà dans les recommandations bien avant ça. Et donc, là, chaque fois qu'il y a des travaux de voirie, aujourd'hui, on les prévoit. Alors, voilà, c'est pas de chance, mais je pense que il faudrait que vous reveniez voir parce que je vais Prendre vous amener rendez-vous à avec d'autres vous. endroits. Il y a une question sur le réseau des transports publics. Peut-être on avait aussi un peu choisi de se focaliser sur les questions de mobilité douce. Mais je ne sais pas si vous pouvez nous dire ce qui a été entrepris en quelques mots, sans entrer dans autant de détails, si vous avez également... Oui, alors, oui, mais alors là, je peux pas vous sortir Ouais, une ouais. carte comme ça, mais c'est le tram à Bruxelles, c'est un héritage de l'histoire. On a aujourd'hui environ 150 km de voiries avec des trams et beaucoup de ces voiries ont le tram en chaussée parce que les voiries sont étroites et parce que c'est l'héritage du passé. Donc, c'est vrai que c'est une gestion plus complexe que quand on a des sites propres et en particulier pour les cyclistes. Donc, il y a une attention spécifique à ces endroits-là. Donc, oui, et donc, aujourd'hui, il y a, enfin, le réseau s'étend, on inaugure des nouvelles lignes, il y a des grands projets en cours, à la fois pour les trams, les nouveaux projets sont essentiellement en site propre, euh, et pour le métro, il y a un nouveau plan directeur bus avec une offre qui est sensiblement améliorée, et pas plus tard que hier, nous avions une réunion pour travailler sur le plan directeur bus en dehors enfin, pendant les heures hyper creuses. Donc, qu'est-ce qu'on offre la nuit avec toute cette réflexion sur aujourd'hui, justement, la micromobilité, c'est peut-être une offre intéressante la, la nuit où il est difficile de desservir tout le monde, et puis avec une question assez spécifique enfin, non, une question essentielle, c'est celle du genre, puisque la nuit, ben, les systèmes aujourd'hui qui sont mis à disposition transportent essentiellement des hommes. Et donc la question, c'est probablement que le réseau n'est pas tout à fait adapté aux femmes dans les circonstances habituelles. C'est peut-être pas que les femmes ont moins envie de sortir, c'est peut-être qu'elles s'y retrouvent pas. Donc, on essaie aussi de trouver la parade là pour le moment. On est rentré dans cette réflexion-là. Vous avez déjà une piste concrète pour résoudre cette problématique de l'espace public et des transports publics occupés par les hommes à certaines heures? Oui, alors là, on parle surtout des transports la nuit, parce qu'en journée, c'est pas du tout le cas.
pour le vélo, on voit justement depuis 2 ans une augmentation de la part de femmes. Ça fait longtemps qu'on n'arrivait pas facilement à dépasser les 35%, 34-35% de femmes parmi les cyclistes comptés. Et là, on a dépassé les 40%, donc on n'est pas encore aux 50%, mais on sent qu'il y a quand même une différence. Alors, pour ce qui est des transports publics la nuit, ben, les choses sont pas simples. Mais alors, dans les idées qui sont sur la table, c'est celle d'avoir des systèmes de taxis conduits par des femmes pour les femmes. Euh, mais il faut encore explorer. Donc justement, là, on en est à mettre le doigt sur un constat, et puis les solutions, ben, on ne les a pas encore, mais on les cherche. Merci. Il y avait une question sur est-ce que les démarches participatives ont vraiment permis de changer les projets qui étaient déjà conceptualisés par les équipes et mandataires de la région, ou est-ce que c'était juste une confirmation des choix déjà faits, ou est-ce qu'il y a des nouvelles dimensions qui ont été introduites dans les plans? Enfin, à quel point le participatif a vraiment s'est imprégné dans les réalisations? Bon, toutes les démarches participatives ne sont pas identiques. Il y en a qui fonctionnent mieux. La mayonnaise prend mieux par endroits qu'à d'autres. Et puis, c'est aussi un métier particulier de pouvoir animer un processus participatif. Donc, c'est clair que voilà, il y a des endroits où ça marche moins bien. Mais je pense que là où il y a peut-être une évolution importante, c'est cette adhésion qui est créée et qui crée une attente et où finalement les élus se rendent plus facilement compte des demandes, des besoins, alors que bon, par le passé, on voyait, je pense que vous avez dû aussi avoir des enquêtes comme ça dans les noyaux commerçants où les élus, où il y a une différence de perception très forte entre les usages des chalands et puis les croyances des élus et des commerçants. Et donc, où les élus sont persuadés que, par exemple, dans un noyau commerçant, ben, les clients sont plus de la moitié à venir en voiture, alors que si on leur demande, ben, on se retrouve avec 15-20% d'automobilistes. Donc, il y a vraiment un décalage. Et là on confronte en direct les élus avec un maximum de gens, avec des structures qui sont de plus en plus rodées aussi dans des conseils consultatifs ou commissions régionales qui remettent des avis. Donc, je pense que on atteint une certaine forme de maturité qui permet peut-être d'aller plus loin, pour autant que tout le monde mette un peu de bonne volonté. Maintenant, il y a quelques années, on avait lancé une opération qu'on avait appelée Toolbox, où on permettait aux gens de proposer des aménagements transitoires, temporaires plutôt, dans une rue. Et puis, en fait, dans les projets qui étaient proposés, souvent, ben, ils étaient difficiles à mettre en œuvre parce qu'il y avait un chantier qui était prévu là, parce qu'il y avait des contraintes que les riverains n'avaient pas en tête. Et donc, bon, c'était un peu démotivant. Alors, l'approche maintenant, c'est plutôt de définir les zones où on sait qu'il y a des enjeux, il va se passer quelque chose, on ne sait pas encore exactement quoi, mais on dit aux gens, voilà, là, à ces endroits-là, vous pouvez travailler dans l'idée de donner plus de place aux piétons, aux cyclistes, de favoriser cette animation, cette qualité de l'espace public. Donc, faites des propositions et à ce moment-là, on est plus dans une dynamique de co-construction. Il y a justement une question. Est-ce qu'il y a vraiment toutes les tendances qui sont représentées, ou bien c'est seulement les personnes qui sont très... Je crois que j'ai un problème de connexion. Alors. Voilà. Ou est-ce que c'est seulement les personnes qui sont très convaincues par des changements, notamment pour la mobilité douce, qui sont là? Est-ce qu'il y a des résistances des pro-bagnoles dans le cadre de ces processus? Donc, par rapport aux résistances, oui, ben, je l'évoquais tout à l'heure, il y a un groupe Facebook qui s'appelle Motodéfense, qui est relativement actif et puis bon, qui amène quand même un peu de désinformation. Maintenant,
bon, il y a quelques jours, ils avaient organisé une grande manifestation et puis ben, c'était quand même pas si nombreux que ça. Euh, mais c'est vrai que bon, sur les réseaux sociaux, on se lâche facilement. Il y a des mots assez durs et notre ministre de la mobilité a eu des menaces de mort. Donc voilà, les choses sont pas toujours très simples. Mais on voit aussi de l'autre côté des associations qui se lèvent pour dire mais non, nous, on est d'accord, on veut soutenir la ville 30. Et donc, on a l'impression que les choses vont un peu se passer avec le temps parce qu'on voit, comme je vous le montrais, que les temps de parcours, en fait, n'augmentent pas vraiment. Alors, bien sûr, il suffit qu'il y ait un chantier quelque part pour que certains automobilistes se lèvent en disant, vous voyez, la ville 30, on n'avance plus. Mais bon, le lien de causalité, il est toujours établi. Euh, mais donc, oui, bien sûr, tout ça n'est pas un long fleuve tranquille. Même, je disais, la participation, bah, parfois, ça marche moins bien. Et puis, les groupes, euh, des groupes actifs comme ça peuvent apporter pas mal de désinformation. Notamment, un argument qui ressort très souvent, c'est ah, mais la ville 30, qu'est-ce que c'est? Ça va créer une pollution, ça va diminuer fortement la qualité de l'air. Euh, bon, alors, à ça, ben, on répond d'abord que ce n'est pas l'objectif premier, hein. Il y a toute une série d'autres mesures qui visent à améliorer la qualité de l'air. La zone à basse émission, par exemple, qui est en cours depuis quelques années. Et puis que peut-être que le fait de rouler de manière plus fluide, avec moins d'accélération, freinage brusque, etc., pourrait améliorer la qualité de l'air. Et puis, les vitesses moyennes dans la ville jusqu'en 2020 étaient plutôt de l'ordre d'une vingtaine de kilomètres heure. Donc, la diminution des vitesses là, à 30 km/h maximum ne va pas changer énormément cet aspect-là. Il y a une question sur les villes qui se réchauffent. On voit que vous avez utilisé des dallages clairs pour diminuer le réchauffement en ville, il suppose. Est-ce que ça apporte de vrais changements? Alors, on n'a pas encore beaucoup de recul par rapport à ces questions d'îlots de chaleur. On y est sensible. Donc, on commence à être plus attentif et à développer des compétences par rapport à ça dans plusieurs administrations. Donc, au niveau des chefs de projet de voirie, mais aussi en matière d'environnement. Il est vrai que là, il y a quelques années, avec la place Rogier, on a vraiment le contre-exemple de ce qu'il ne faut pas faire. On a une place en noir et blanc avec toute une partie en basalte noir, où dès qu'il y a un peu de soleil, ça chauffe de partout. Et juste à côté, des dalles blanches qui sont extrêmement éblouissantes. Et donc, c'est peut-être ça qui a accéléré un petit peu la réflexion en la matière. Mais donc, aujourd'hui, je n'ai pas de réponse générale à donner par rapport à ça. Merci. Et il y a encore une question sur les réactions des services d'urgence, ambulances, pompiers, police, en lien avec la mise en place du 30 km/h sur une grande partie du réseau. Et puis, une autre question sur les résultats en termes d'assainissement du bruit routier, si vous avez déjà là aussi des données. Oui. Alors, en ce qui concerne les services d'urgence, en fait, plus que la zone 30, ce qui les embête, ce qui leur fait un peu peur, c'est plutôt les mesures qu'on va prendre pour apaiser le transit dans les quartiers. Donc, ce qui les embête, c'est la circulation en boucle, alors qu'eux, ils aimeraient arriver au plus court. Et donc, on a mis au point un Vademecum, donc après un groupe de travail de quelques mois. Le Vademecum, il est publié depuis cette semaine, là, qui permet de voir comment prendre en compte les besoins des services d'urgence, notamment en termes de géométrie, de type de fermeture avec un système de clés qui sont en leur possession, etc.
Et donc, oui, c'est clair qu'il faut tenir compte absolument de ces contraintes-là, mais c'est pas vraiment le 30 qui les gêne, c'est plus les systèmes de plans de circulation, sens unique, etc. Et alors, en matière de bruit routier, ben là, c'est un peu tôt pour répondre parce que il faut vraiment avoir d'abord du recul sur les endroits où il y a une différence de vitesse vraiment perceptible et puis faire les mesures de bruit avant-après. On a des modèles, semble-t-il, relativement performants. Alors, c'est pas mon domaine, mais je sais que j'ai des collègues qui travaillent là-dessus et qui peuvent estimer la population qui est touchée ou épargnée par un bruit au-dessus d'un certain seuil. Et donc, on va pouvoir modéliser sur base de mesures qu'on va prendre à quelques endroits, mais ça sera dans quelques mois. Donc, on va devoir suivre les résultats pour pouvoir avoir des arguments supplémentaires. Et il y a une question aussi sur la suppression de certains carrefours à feu. Est-ce que lié à la ville 30 km/h, il y a un certain nombre de carrefours à feu qui ont été supprimés? Est-ce que ça fait partie de la démarche ou est-ce qu'il y a une réflexion? Alors, encore une fois, c'est plus la logique d'apaisement des mailles qui est liée à ça. Donc, l'idée, bon, avec la ville 30, les grands axes, ils restent à 50. Donc, je disais tout à l'heure qu'il y avait environ 15% du réseau qui restait à 50 km/h et la plupart des carrefours à feu se trouvent sur ce réseau-là. Et donc, l'important en termes de capacité, c'est la gestion du carrefour. Et en plus, si on y ajoute les priorités qu'on veut donner aux bus et trams, donc il y a tout un enjeu par rapport à ça. Donc la suppression des feux, ça peut aussi être gênant par rapport à la priorité qu'on veut donner au transport public. Maintenant, en dehors de ces grands axes, l'idée des plans de circulation dans les mailles, oui, c'est une logique où les feux n'ont plus toujours leur place. Donc, il y a des endroits où, au cas par cas, où effectivement, on a déjà supprimé des feux, mais on ne peut pas dire que ça soit une politique générale. Je crois que c'était la dernière question, mais je ne sais pas s'il y en a encore. Caroline? Oui, Lisa, pardon, mais comme je crois que je suis co-animatrice, je ne peux pas poser des questions dans le chat. Merci beaucoup pour votre présentation. J'avais une question. Vous avez évoqué les réticences, voire les oppositions des commerçants lors de la piétonisation de certaines places et de la suppression de places de stationnement. Comment est-ce que vous avez fait pour lever ces oppositions, pour essayer d'apaiser certaines craintes de la part des commerçants et puis permettre la réalisation des projets d'aménagement? Alors, la première manière, c'est évidemment d'objectiver les choses par des études de rotation, parce que beaucoup de commerçants, je pense que c'est la même chose dans toutes les villes du monde, ont tendance à confondre le nombre de places de stationnement et le nombre de clients qui pourraient venir en voiture. Donc, si chaque place est utilisée pendant 30 minutes, ben, ça fait beaucoup plus de monde à la fin de la journée qui peut venir en voiture que si c'est la même voiture qui bloque cet emplacement pendant toute la journée. Donc, par endroits, on se rendait compte qu'en fait, devant les commerçants, c'était les voitures des commerçants eux-mêmes qui empêchaient les clients de venir stationner. Donc, une objectivation, ça a permis quand même d'apporter pas mal d'eau au moulin, à la discussion. Alors, nous avons une agence régionale en charge du stationnement qui essaye aussi, qui est chargée de voir le potentiel de stationnement hors voirie à proximité. Et donc, on se rend compte souvent que le stationnement, donc ça c'est une politique qui est en train de changer, le stationnement en voirie coûtait beaucoup moins cher que le stationnement hors voirie. Donc ça c'est une logique qu'on veut absolument inverser. Et donc il y a des endroits où les commerçants se plaignaient si on supprimait des places, mais en réalité à 50 mètres de là, il y avait un parking qui était absolument pas utilisé à toute sa capacité. Donc voilà, avec des chiffres et puis avec un peu de courage, parce que c'est vrai que parfois
il faut avancer et je vous ai montré la place du Mont, là, qui est la place avec le premier tram en zone de rencontre. Là, on se rend compte que les commerçants qui étaient extrêmement opposés au projet et qui ont même introduit un recours en justice, certains d'entre eux, finalement, en voyant le nouvel aménagement, ont décidé de racheter un magasin 3 fois plus grand pour agrandir leur commerce. Donc, c'est que finalement, ils y croient un petit peu. Mais il faut dire aussi que sur l'espace central qui était dégagé du stationnement, la commune a fait un deal avec les commerçants et à certains moments de la semaine, il y a un nombre restreint de voitures qui peut venir y stationner. Bon, c'est un compromis qui est bancal au niveau juridique et que nous n'apprécions pas au niveau régional, mais ça fait partie des solutions qui ont été avancées par les collèges communaux. Il y a encore une question sur est-ce qu'il y a une différenciation jour et nuit pour certains axes à 30 km/h, par exemple, 50 km/h le jour, 30 km/h la nuit? Alors non, nous on a suivi ça pas mal en Allemagne et en Suisse, mais on ne connaît pas vraiment ça. On a des zones 30 en journée, en semaine, enfin, qui existaient auparavant, donc autour des écoles. Mais depuis le 30 généralisé, on a désactivé ces signaux-là. Mais donc, non, on n'a pas ce cas-là. Et puis, en fait, maintenant qu'on est passé au 30 généralisé, la demande de certains serait de monter à 50 en dehors des heures, mais c'est pas du tout ce qu'on veut. Et puis, on sait, quand on regarde justement l'expérience, je sais qu'en Allemagne, ils ont pas mal fait ça. L'idée, c'est justement de réduire le bruit la nuit pour le sommeil des riverains. Donc, non, on va pas aller vers ça. Je ne sais pas s'il y a encore une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut encore s'exprimer, qui n'a pas pu poser sa question? Je ne vois plus de questions. Dans ce cas, je vous remercie encore vraiment beaucoup pour votre présentation. Ça donne des pistes de réflexion et aussi envie de visiter pour pouvoir se faire une idée sur le terrain. Et puis, ça donne aussi, je trouve, un certain courage. J'espère que ça a été aussi transmis comme message parce que ce que vous avez quand même bien répété, c'est qu'il y a souvent des oppositions et qu'il faut les affronter et que souvent, peut-être en ayant un peu des démêlés avec les opposantes ou opposants, on arrive au final à conquérir quand même l'opinion avec des mesures qui sont courageuses. Et on espère beaucoup qu'on puisse faire preuve du même courage aussi à Genève. En tout cas, notre association œuvre dans ce sens-là. Et ça nous a inspiré ce soir de vous entendre. Et j'espère qu'on pourra aussi rester en contact pour des questions plus pratiques et notamment sur cette question du bruit routier, sur l'impact du bruit sur le bruit routier. Ça va être intéressant de voir les résultats. Je vous remercie en tout cas de cette invitation. C'est un plaisir pour moi.